ensemble pour cette journée ASMR Café. J'espère que vous allez bien. Tu cherches à comprendre les différences qu'il existe entre les différents objectifs photo, alors tu es au bon endroit. Et salut tout le monde, c'est Pierre Florentin, j'espère que vous allez bien. Si tu me découvres, bienvenue à toi sur cette chaîne. Ici, on parle de création photo, vidéo, montage, retouche, voyage, bref, tu l'auras compris, on essaye de faire de la belle image et on va essayer de progresser ensemble un petit peu. On a vu dans la dernière vidéo les bases de la photographie, le triangle d'exposition, et ici on va s'attaquer aux bases des objectifs photo. Bon, tu l'as déjà remarqué, sur les objectifs photo, tu as plein d'inscriptions qui existent. Il y en a qui sont propres aux marques, il y en a qui sont génériques, universelles. Et dans cette vidéo, on va s'attaquer juste à la base de la base, parce que sinon, il y en aurait pour des heures et il doit y avoir des centaines d'inscriptions. Mais l'objectif ici, c'est vraiment essayer de te faire comprendre, voilà, qu'est-ce qui est écrit sur les objectifs et pour t'aiguiller un petit peu dans tes premiers achats. Si jamais tu veux des réponses plus techniques ou même une vidéo plus technique, l'espace commentaire avant tout est là pour t'aider. On pourra, donc moi et la communauté, t'aider, t'apporter des réponses. Et si jamais je vois qu'il y a un sujet qui mérite de l'attention, on pourra en faire une vidéo plus spécifique. En préambule, comme tu le sais, il existe 3 types, on va dire, généraux d'objectifs. Il y en a d'autres, mais c'est les 3 principaux. On a ce qu'on appelle le grand angle, la focale classique et le téléobjectif. Allez, premier point qu'on attaque sur les objectifs photo, c'est ce qu'on appelle la focale. C'est un petit peu la première chose que tu vas regarder. En fait, en général, tu as soit une focale fixe, soit ce qu'on appelle un zoom. Et en fonction de ça, ça va permettre de définir un petit peu ton style de photo. Alors, c'est pas compliqué. La focale fixe, c'est simple. Soit en fait, tu as uniquement un nombre accompagné du nombre millimètres. Et donc, en l'occurrence, par exemple, pour celui-ci, comme tu vas le voir, c'est ce qu'on appelle... Il ne va pas vouloir parce qu'il fait le focus sur ma tête. Et donc, comme tu le vois ici, c'est un 55 mm. Donc, c'est ce qu'on appelle une focale fixe. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire qu'elle n'est pas équipée de zoom. Et donc, c'est à toi de te déplacer, de t'éloigner ou de te rapprocher de ton sujet pour arriver au cadrage que tu souhaites. L'avantage, c'est que souvent, les focales fixes sont de meilleure qualité. Elles ont une ouverture qui est plus importante. Pour rappel, l'ouverture, le sujet, on l'a abordé, je te le remets juste ici. Et par contre, l'inconvénient, c'est qu'évidemment, souvent, elles coûtent beaucoup plus cher. Et ensuite, tu as donc le deuxième type de focale, ce qu'on appelle donc le zoom. Là, par exemple, tu as un 28-70 ou ici un 70-200. Et donc, tout simplement, comme son nom l'indique, ça te permet d'être sur une focale allant de 28 mm à 70 mm ou de 70 mm à 200 mm. Et là, l'avantage, c'est que évidemment, tu n'as pas à te déplacer. Tu peux uniquement zoomer ou dézoomer pour te rapprocher ou t'éloigner de ton sujet. Et par contre, évidemment, souvent, les ouvertures sont un peu moins performantes que sur les focales fixes. Les objectifs coûtent un peu moins cher, mais on arrive à trouver quand même, je suis un petit peu mauvaise langue, des objectifs comme celui qui me filme, qui est le G-Meister Génération 2, le 24-70, ouverture de 8 constante. Mais autant te dire que le prix y tabasse. Allez, c'était le premier élément, on passe au deuxième élément qui est l'ouverture. L'ouverture sur un objectif se lit avec la lettre F accompagnée d'un chiffre. Et là, également, 2 cas se présentent à toi. Soit tu as par exemple une ouverture constante, donc par exemple F1,8, ou une ouverture qu'on appelle glissante, par exemple F3,5,5,6. Et donc là, je m'explique. On commence par l'ouverture glissante. Ici, j'ai un 28-70, donc un zoom avec une ouverture glissante F3,5,5,6. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, ça veut dire qu'à 28 mm, je peux ouvrir au maximum, au mieux, à 3,5. Et quand je suis à 70 mm, ça veut dire que je peux ouvrir au maximum, au mieux, à 5,6. Le gros désavantage de ces objectifs, c'est en vidéo notamment. On le retrouve aussi en photo, mais plus particulièrement en vidéo. Supposons que je suis en train de filmer à 28 mm ouverture, donc 3,5, et d'un coup je zoome, mon ouverture maximale passe à 5,6. Donc sur ma vidéo, je vais avoir un assombrissement de l'image puisque mon ouverture est moins importante et donc comme tu l'as vu dans la vidéo, tu as compris comment fonctionne l'ouverture et je n'ai plus à le réexpliquer parce que tu es un très bon élève. Alors attention, je ne dis pas que cet objectif il est complètement pourri. Quand j'ai commencé mes prestations de mariage, de photos, j'avais que ça au départ et les photos étaient quand même de qualité. Alors l'avantage évidemment c'est le prix, il est beaucoup moins cher que les autres, c'est la découverte, ça te permet de tester le monde du zoom sans trop te ruiner. Et puis ensuite, tu montes en gamme. Et tu vois la différence, évidemment, quand tu passes à d'autres types d'objectifs plus qualitatifs. Mais pour commencer, c'est très bien. Mais il faut le savoir, c'est que y a ce désavantage de l'ouverture glissante. Et donc, deuxième cas, la lettre F est accompagnée d'un seul chiffre, comme c'est le cas actuellement du Sony, pas plutôt l'objectif qui m'enregistre, le 24-70 ouverture 2.8. Ça veut tout simplement dire que je sois à 24 mm ou à 70 mm,
mon ouverture maximale peut être constante et elle est à 2.8. Et c'est un avantage qui est énorme parce que ça veut dire que tu peux non seulement zoomer en photo sans perdre en luminosité et donc en qualité, mais aussi en vidéo. Si par exemple là je te mets un zoom en pleine tronche d'un coup d'un seul, tu vas voir, tu te rends compte que là je suis un peu plus écrasé dans le cadre, je me vois dans le retour, je suis un peu écrasé là, je suis pas très à mon avantage, mais tu constates surtout que je n'ai pas perdu en luminosité. Et ça c'est un point qui est non négligeable. Donc l'avantage, c'est tout ce que je viens de te dire, c'est l'ouverture fixe, donc tu perds pas en lumière, tu gardes une qualité et en plus tu as une ouverture qui a 1.2, 1.4, etc. Et je peux te dire que tu gardes une qualité qui est incroyable. Mais évidemment, le désavantage, c'est son prix qui tabasse lui aussi, qui est très cher. Mais bon, une fois que tu l'as, c'est un bon investissement si jamais c'est une activité qui te rapporte de l'argent. Allez, troisième point qui me paraissait essentiel quand on débute dans le monde de la photo, c'est le diamètre de ton objectif photo. C'est tout bête, mais ça peut servir. C'est tout simplement le symbole du diamètre accompagné d'un chiffre. Par exemple ici, c'est le symbole du diamètre accompagné de 49. Et donc ça t'indique tout simplement le diamètre de ton objectif. Tu vas me dire à quoi ça sert, c'est bien de le savoir, mais quelle utilité? Si, c'est par exemple quand tu veux acheter des filtres ND, ça va te permettre de tout de suite savoir quelle taille de filtre ND il faut que tu prennes pour qu'il puisse s'adapter à ton objectif. Donc c'est tout bête, mais c'était le petit tips de Pierre Florentin pour le diamètre des objectifs photo, bien sûr. Allez, quatrième point, tout bête lui aussi, c'est ce qu'on appelle le point de vissage. Je te le dis, c'est une vidéo vraiment, on découvre le monde de la photo. Le point de vissage, c'est souvent un petit point de couleur qui est sur ton objectif. Donc chez Sony, ils sont globalement blancs de ce que je vois. Et en fait, ça te permet de t'indiquer à quel endroit il faut que tu places ton objectif pour le visser sur ton boîtier. J'ai eu des connaissances qui débutaient complètement et qui galéraient à chaque fois, qui tournaient l'objectif avant d'arriver au cran pour justement le visser dans le boîtier. Petit tips, c'est tout bête, mais ça te permet de savoir où est-ce qu'il faut le mettre par rapport à ton boîtier. J'espère que c'est pas mal ce que je fais, les refs là. Attendez, j'ai soif quand même. Café froid, horrible. Allez, cinquième point, c'est la distance minimale de mise au point. Je pense que son nom est assez évocateur, mais c'est bon de le savoir, surtout dans certaines situations. C'est tout simplement un chiffre qui est indiqué, qui est en millimètres lui aussi, et souvent en feet. Par exemple, ici, c'est 0,50 mètres. Et donc, c'est tout simplement la distance en dessous de laquelle votre appareil photo, votre objectif ne pourra plus faire de mise au point. Et donc, votre sujet sera obligatoirement flou. Par exemple, si la distance de mise au point c'est 30 cm et que je suis à 25 cm de mon sujet, je ne pourrai jamais faire la mise au point parce que je suis en dessous de la distance minimale de mise au point. Alors la solution pour vous, elle est simple. Déjà, c'est de connaître globalement cette distance minimale de mise au point. Moi, par exemple, sur mon objectif préféré, je sais qu'en dessous de 50 cm, je suis forcément hors focus, hors mise au point, et donc mes photos seront forcément floues. Et ça me sert notamment, par exemple, quand je suis sur de la prestation de photos de portrait ou de photos de mariage, où je fais des photos sur des détails, etc. Ça me permet globalement, visuellement, de savoir à partir de quelle distance je serai forcément dans le flou, et donc d'être efficace tout de suite et de ne pas perdre de temps. Par exemple, je ne veux pas être là, mais c'est à peu près où. Voilà, c'est un petit exercice à faire, je vous le conseille avec votre ou vos objectifs préférés, de vous entraîner à repérer visuellement, rapidement, à quelle distance vous vous situez pour faire la bonne mise au point. Et c'est là qu'on peut par exemple introduire les objectifs macro qui sont pour les prises de vue qui sont très rapprochées. Ils ont une distance de mise au point évidemment qui est minime puisque l'objectif de ces objectifs c'est de faire des photos très rapprochées. Allez, sixième point, c'est la stabilisation. Alors, la stabilisation pour moi est un des points les plus importants. C'est personnel comme avis, mais que je regarde parce qu'aujourd'hui, on a une technologie qui nous permet d'avoir des photos qui vont être quasi nettes à tous les coups, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, c'est quand on maîtrise un peu son appareil, mais qui va être quasi net à tous les coups et qui est facilité par la présence de la technologie de la stabilisation sur certains objectifs photo. En photo, l'une des principales contraintes qu'on peut rencontrer, c'est lorsqu'on a l'appareil photo évidemment en main, ce qui arrive à 99% des cas, on n'est pas toujours sur un trépied, et c'est le flou de mouvement. On a vite fait de faire une photo rapidement parce qu'on n'avait pas le temps, et ta photo elle est floue parce que tu as créé du flou de mouvement, ton appareil n'était pas calibré pour justement compenser ce mouvement, et donc ta photo elle est foirée.
Aujourd'hui, même si de plus en plus d'appareils photo, notamment là je parle des Sony, je prêche pour ma paroisse, possèdent la stabilisation intégrée au boîtier, de plus en plus d'objectifs ont également une stabilisation qui est intégrée dans l'objectif lui-même. Et donc l'avantage, c'est d'avoir une double stabilisation. Tu as ton boîtier qui est stabilisé souvent sur 3 axes et en plus ton objectif qui est lui aussi stabilisé. Chez Sony, la présence de stabilisation sur l'objectif est indiquée par le sigle OSS, Optical Steady Shot. Et donc je te passe les détails, mais globalement cette stabilisation, elle utilise des capteurs gyroscopiques qui te permettent de détecter les mouvements que tu fais avec ta main et donc ton boîtier, et donc de compenser ces mouvements pour que ta photo soit la plus nette possible. Et donc quel avantage de ça? Eh bien la stabilisation, elle est notamment très utile déjà pour pas faire de photos floues, c'est quand même pas mal, mais surtout par exemple sur des longues distances focales qui sont plutôt longues, comme sur des téléobjectifs. Si tu te situes très très loin, que tu n'es pas sur un trépied, chacun de tes mouvements va être multiplié et va être encore plus ressenti sur une distance longue. Et donc justement, ça te permet de compenser ces mouvements et donc d'avoir des photos d'un rhinocéros qui se situe à 200 mètres de toi, hyper net. Voilà, pour certains, ce ne sera pas un point essentiel parce que pour eux, on doit maîtriser son objectif, peu importe qu'il ait stabilisation ou pas, et réussir à faire de la photo. Mais pour moi, je trouve qu'on a une technologie aujourd'hui qui nous permet de nous faciliter un petit peu le travail et de nous permettre d'avoir des photos de meilleure qualité. Donc si tu vois sur les Sony le OSS, c'est un bon point. D'accord, faisons comme ça. Et voilà, c'était les 6 points principaux que je regarde et que je te conseille de regarder quand tu souhaites acheter un objectif. Mais avant de conclure, je suis obligé de te parler d'un petit sujet de vigilance qu'on abordera dans une autre vidéo plus complète parce que ça mérite vraiment un sujet dédié à cela. Mais juste voilà, avant d'aller chez ton fournisseur préféré, attention à ce point. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Il existe différents types de formats d'appareils photo. Et tous les objectifs ne vont pas sur tous les appareils photo. Il existe 3 grands types de formats. Il y en a d'autres, mais on aborde ici les bases. Il existe donc 3 grands types. Les pleins formats, les APS-C et les micro 4/3. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, sur un appareil photo, tu as évidemment un capteur. Le capteur qui va capter, prendre ta photo. Il existe juste différentes tailles. Jusque-là, c'est facile. Donc sur ces 3 types de formats, on va du plus grand au plus petit. Le plus grand, c'est le plein format, évidemment, le full frame, qui est d'une dimension de 24 par 36 mm. Ensuite, juste en dessous, on a ce qu'on appelle les APS-C, donc qui sont un peu plus petits que les pleins formats. Et enfin, on a les micro 4/3 qui sont en moyenne 2 fois plus petits que les pleins formats, mais surtout on passe d'une dimension de 4/3 qui était avant au plein format à 3/2. On fera une vidéo complètement dédiée à ces différences parce qu'elles sont primordiales et essentielles de les comprendre, mais surtout c'est un point de vigilance. Il faut que tu regardes évidemment ton objectif, est-ce qu'il est compatible avec ton boîtier. N'achète pas un objectif qui est fait pour de l'APS-C alors que tu es sur un Sony A7 III par exemple et que tu as un plein format. Tu vas te retrouver avec quelques petites difficultés à prendre des photos et des vidéos. Bref, voilà, c'était les points essentiels à regarder sur les objectifs photo. J'espère que ça t'aura aidé dans ta prise de décision ou au moins à un petit peu mieux comprendre qu'est-ce que c'est que tout ce charabia écrit sur les objectifs. L'espace commentaire est là pour t'aider et si tu as la moindre question, évidemment, n'hésite pas.